Donc l'énumération, on va parler de ce que c'est l'énumération, on va parler de l'énumération NetBIOS, ça nous fait aussi une excuse pour parler un peu de NetBIOS, parce que je sais que ça parle peut-être pas forcément à tout le monde, NetBIOS c'est pas forcément l'un des protocoles les plus connus. Alors pour les pentesters généralement et pour les personnes qui font de l'audit, c'est quelque chose qu'au fil du temps on connaît. On est beaucoup à avoir été éduqués techniquement entre guillemets sur des machines Linux ou sur des machines macOS et pas forcément sur des machines Windows et pas forcément sur des réseaux Windows et sur le fonctionnement des protocoles Windows. NetBIOS c'est un protocole qui est vraiment de base Windows only, ça a été développé par Microsoft pour des machines Windows. Donc c'est pas forcément l'un des plus connus aujourd'hui par des personnes techniques. On a aussi le protocole SNMP qui est un protocole d'administration réseau. Alors SNMP pour le coup on le voit un petit peu moins. On le voit surtout sur du matos réseau. SNMP, c'est un petit peu comme Nagios en simplifié. Ça existait avant et c'est utilisé par plus de matériel parce que c'est simple à implémenter au final SNMP. SNMP, c'est un protocole qui permet de pousser des configurations à distance à partir d'un manager sur des appareils et qui permet aussi de récupérer des informations, des statistiques aussi sur des appareils à distance comme ça. On a LDAP aussi, LDAP dont on va parler un petit peu mais qui est utilisé notamment par Active Directory, qui est utilisé par OpenID Directory aussi sur des machines Linux, NTP qui est le protocole de synchronisation d'horloge sur des machines, SMTP, DNS. La partie énumération DNS aussi, on va pousser un petit peu plus loin ce qu'on a fait. Là on pourrait techniquement dire qu'on a plus ou moins fait de l'énumération DNS. En fait dans la méthodologie et dans vraiment leur contenu au niveau de la certification CH, ils découvrent vraiment la partie reconnaissance et la partie énumération au niveau du DNS. Et du coup la partie reconnaissance c'est ce qu'on a fait, c'est juste faire des requêtes DNS sur un serveur, une utilisation un peu normale entre guillemets, et on voit du coup ce qu'on a comme réponse. La partie énumération DNS, on va aller un petit peu plus loin. On va commencer par rapport au concept de l'énumération. Alors, le but de l'énumération, c'est par rapport à la méthodologie qu'on a vue à l'origine. On avait d'abord la reconnaissance, ensuite on avait le scan, ensuite on avait l'exploitation, la phase de system hacking ou la phase de hacking, et ensuite on avait la phase d'effacement de traces ou alors la phase dans laquelle on mettait des vecteurs. Globalement, l'énumération, c'est quelque chose qui fait plus ou moins partie de la phase de reconnaissance, mais qui peut aussi faire partie de la phase de scan. C'est quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Le but de cette phase d'énumération, ça va être de créer des connexions avec un système et de faire des requêtes vers un système distant dans le but d'obtenir plus d'informations. En fait, ce qu'on va faire dans cette phase d'énumération, c'est que par exemple, on a vu qu'on avait un serveur FTP, on a vu qu'on avait un serveur SSH, on a vu qu'on avait un serveur SMTP. Et ben, on va utiliser les vrais protocoles SSH, les vrais protocoles FTP, les vrais protocoles SMTP pour poser des questions au service directement. Donc dans cette phase d'énumération, ce qu'on fait, c'est que on utilise les informations qu'on a déjà récupérées, on utilise les adresses IP, on utilise potentiellement les services qu'on avait déjà découverts par avant, pour essayer de découvrir plus d'informations par rapport à ce qu'on avait à l'origine. Donc l'énumération, c'est juste aller un petit peu plus loin que ce qu'on a fait jusqu'ici, et c'est demander au service directement quelles sont les informations qu'il contient. Alors comment est-ce qu'on fait pour recueillir des informations? Soit on fait des attaques de social engineering, alors on peut s'en servir aussi pour faire du brute force, oui potentiellement effectivement, ça dépend des informations qu'on va récupérer derrière, mais potentiellement c'est quelque chose qui va pouvoir servir à ça. Alors qu'est-ce que l'énumération? Donc dans la phase d'énumération, on va essayer de récupérer des informations sur la topologie de réseau cible. Ça peut être assez pratique pour ça. Typiquement pour SNMP, on peut avoir des informations sur des adresses IP, des informations sur les ressources réseau aussi qui sont partagées. Effectivement, typiquement l'énumération NetBIOS, en fait, si jamais on a des partages sur une machine, on va pouvoir voir quels sont les fichiers partagés, quelles sont les imprimantes aussi partagées sur notre réseau Microsoft, les applications disponibles sur les autres. Alors, de manière générale, alors là on nous donne une grosse liste de services et de ports, c'est plus ou moins ceux qui sont les plus utilisés dans l'examen, et c'est ceux qui sont quand même les plus utilisés quand on regarde sur du contenu de cours, quand on regarde même sur des vrais réseaux plus ou moins réalistes au final. C'est globalement ça les ports qu'on va rencontrer au cours d'un audit. Je trouve que moi c'est plutôt réaliste en fait, c'est vraiment globalement ces ports-là, je les connais plus ou moins par cœur et c'est ceux que j'ai eu besoin de retenir par cœur sur des réseaux. Donc on a en premier TCP/UDP 53, ça va être le service DNS. Donc ça on va en parler un petit peu plus par la suite de l'énumération sur le port 53. DNS, un serveur DNS, il utilise le port TCP et le port UDP 53 pour échanger des informations. Alors le port TCP il est utilisé pour une fonctionnalité en particulier qu'on va utiliser après. Le protocole UDP il est utilisé pour la transmission des messages normaux entre guillemets. Sur ma machine, moi quand je vais faire une requête DNS, c'est le protocole UDP qui va être utilisé. Ensuite on a MSRPC, ça qui est relativement peu utilisé. Alors RPC, de manière générale, c'est un protocole qui s'appelle Remote Procedure Call et qui permet du coup d'avoir des informations et aussi potentiellement de faire des requêtes sur des services locaux, sur des serveurs locaux sur une machine. C'est pas utilisé partout, c'est utilisé notamment par les services de partage de fichiers, c'est utilisé par NFS, c'est utilisé par Samba, par SMB aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas utilisé partout au final, et MSRPC il est utilisé spécifiquement pour les partages de fichiers Windows
Honnêtement, le port 135, je me souviendrai pas de tête ce que c'est si jamais Nmap me le donnait pas. Alors, on a NBNS, le port UDP 137, on a le port TCP 139. Donc, NBNS, qu'est-ce que c'est? Je crois pas qu'on en ait déjà parlé jusqu'ici. NBNS, c'est une réécriture de la part de Microsoft de DNS en fait au final. Ça a été écrit à une époque où DNS n'était pas forcément disponible partout sur toutes les infrastructures. Du coup, ce que Microsoft a dit, c'est du coup, nous on fait notre propre serveur DNS, on fait notre propre protocole. Ça s'appelle pas DNS directement, ça s'appelle NetBIOS Name Service, mais globalement, ça fait plus ou moins la même chose en fait. On a des machines qui peuvent s'annoncer directement sur un réseau, dire hey, moi mon nom c'est ça et je suis à l'adresse IP associée. Et on peut aussi du coup faire des requêtes NBNS sur un réseau pour demander sur un réseau local à qui appartient ce nom de domaine, quelle est la machine desktop-quelque chose, si c'est une machine Windows par exemple, cette machine-là où est-ce qu'elle est, je veux communiquer avec elle, etc. On a sur le port TCP 139 NetBIOS Session Service. Alors NetBIOS, j'en ai pas parlé d'ailleurs. NetBIOS, c'est un protocole d'entrée-sortie qui a été développé par Microsoft et c'est en fait une surcouche au-dessus de TCP pour du coup de la gestion de communication client-serveur. Alors celui-là, pareil, le port 139, je me souviendrai ce que c'est honnêtement, mais je le vois assez rarement. Ensuite, sur le port 445, alors celui-là, si vous avez fait un petit peu des box sur Internet, ou juste si vous scannez votre réseau local et que vous faites du partage de fichiers, vous l'avez peut-être vu passer, le port 445 qui était ouvert sur une machine. Ce port-là, c'est par rapport à SMB, et SMB, c'est pour Server Message Block, c'est pareil, c'est un protocole qui a été développé en interne par Microsoft et qui est un protocole de partage de ressources. Alors, dans 95% des cas, il est utilisé pour faire du partage de fichiers ou d'imprimantes. Théoriquement, il pourrait être utilisé pour d'autres types d'applications client-serveur. En réalité, aujourd'hui, par Windows, il est utilisé pour du partage de fichiers. Donc, si jamais sur ma machine Windows, je vais sur un dossier, je fais clic droit partager. À partir de là, ça va ouvrir sur ma machine le port 445 et du coup, moi, si jamais en tant que pentester, je viens sur le réseau et je fais un scan sur la machine, je vais pouvoir faire de l'énumération pour récupérer des informations sur la machine comme ça. Ensuite, sur le port 2049, on a NFS. NFS, c'est un petit peu comme SMB, sauf que ça marche à la base sur des machines Unix. C'est un protocole qui a été développé pour Unix et qui maintenant fonctionne sur Linux, sur FreeBSD, sur des machines type Unix. NFS, il y a même des implémentations qui fonctionnent sur Windows, si je me souviens bien. Sur les ports 161 162 qui utilisent le protocole UDP, on a SNMP, on va en parler un petit peu par la suite, mais je passe dessus rapidement. Mais c'était le protocole de gestion de machines à distance qui était utilisé pour faire de l'administration système dont on a parlé un petit peu avant. Sur le port TCP 110, c'est les serveurs POP. Une spécificité par rapport à ça, quand vous avez un serveur POP3 sur le port 110, c'est que ce serveur généralement n'utilise pas de chiffrement pour la communication. Donc on peut directement se connecter sur le serveur distant, même avec Netcat par exemple, et on peut directement envoyer des requêtes. On n'a pas de chiffrement SSL-TLS qui est utilisé par le serveur quand on est sur le port 110. 110, c'est le port par défaut de POP3 quand il n'est pas chiffré. Ensuite, TCP/UDP 139, c'est LDAP. Ça, au cours d'un audit, quand on a un LDAP accessible, ça c'est très souvent pratique. LDAP, pareil, il y a des slides associés par la suite, je spoil un petit peu. Mais globalement, ce qu'on fait, c'est que... globalement, LDAP, à quoi ça sert? C'est que c'est une base de données d'informations qui vont avoir une hiérarchie entre elles. Donc, généralement, c'est un petit peu comme des arbres, en fait. On va avoir une information par défaut, et on va aller dans cette information par défaut, et on va voir potentiellement d'autres répertoires intérieurs, etc. C'est comme une arborescence sur un système de fichiers au final. LDAP, au final, au niveau de l'usage que ça a eu, c'est très utilisé pour avoir des informations sur des équipes, sur des personnes au sein d'une organisation, et c'est notamment très souvent utilisé pour de l'authentification. Donc LDAP, très souvent, on va s'en servir pour stocker des noms d'utilisateurs et des informations sur les utilisateurs et sur les permissions des utilisateurs. Donc c'est pour ça que généralement, quand on vous trouve un LDAP ouvert sur un réseau au cours d'un audit, c'est une information assez importante et c'est quelque chose avec lequel on va bien s'amuser. Ensuite, sur le port TCP21, on a FTP, ce protocole de transfert de fichiers. Alors pareil, si jamais vous avez un serveur FTP qui tourne sur le port 21, il est fort probable que le serveur FTP n'utilise pas de chiffrement parce que 21, c'est le port par défaut quand le serveur n'est pas chiffré. Et pareil, TCP25 SMTP, alors celui-là est assez connu aussi. SMTP, du coup, c'est un protocole d'envoi de mail. Et du coup, quand il tourne par défaut, quand il est accessible par défaut sur le port 25, c'est-à-dire qu'il n'est pas chiffré, qu'il n'utilise pas de chiffrement, et qu'on peut directement, pareil, utiliser Netcat et faire des requêtes SMTP sur le serveur sans avoir à s'authentifier ou quoi que ce soit. Donc on va parler un petit peu de NetBIOS et un petit peu de Windows. Alors j'ai pas de machine Windows sur la main, je suis pas sur une machine Windows, donc on va pas forcément faire beaucoup de pratiques par rapport à ça. L'idée c'est aussi qu'on avance un petit peu sur le contenu. Donc on va pas forcément faire beaucoup de pratiques par rapport à Windows de manière générale. Mais quelques rappels, et si vous êtes sur une machine Windows, il y a 2-3 trucs que vous pouvez tester. On va commencer en premier dans les rappels Windows par le concept de SID et de RID. Alors si jamais je fais de l'énumération sur une machine Windows,
Si jamais je regarde même comment sont gérés les utilisateurs sur les API d'administration interne Windows, les utilisateurs et les ressources de manière générale sur mon système vont être listés par rapport à des SID et par rapport à des RID. Alors, le SID, c'est un gros identifiant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble par la suite, mais c'est une chaîne de caractères assez longue qui contient des informations séparées par un tiret. Et en fait, c'est une chaîne de caractères qui définit une ressource sur un système. Et les utilisateurs, typiquement, sont définis par des SID sur le système. Et il y a une partie de ce SID qu'on appelle le RID et qui lui va définir la ressource en particulier. Donc, typiquement, chaque utilisateur sur ma machine va avoir un SID différent si jamais je fais de l'énumération sur ma machine. Ce SID, du coup, ça va être une longue chaîne de caractères. Et moi, pour reconnaître, et même dans la manière dont ma machine sur Windows, elle va reconnaître généralement les utilisateurs, elle va utiliser une section du SID qui est généralement à la fin, qu'on appelle le RID. Et RID, c'est pour Resource ID selon CH et pour Relative ID selon Microsoft. Alors aussi, point qui est assez intéressant, et pareil, si vous avez fait un peu d'exploitation il y a une dizaine d'années sur Windows, si vous avez joué un petit peu sur le fait de changer le mot de passe d'un utilisateur Windows, sur le fait de récupérer le mot de passe d'un utilisateur Windows sur des machines Windows XP, sur des machines Windows 7, ça va vous parler. Donc les haches de mot de passe sur notre machine Windows, ils sont stockés dans un fichier qu'on appelle le SAM. Alors sur une machine Linux, c'est un petit peu l'équivalent de notre fichier ETC Shadow. Alors sur hack.consys, on n'y aura pas accès, mais il y a deux fichiers généralement qui sont assez importants. En premier, c'est le fichier ETC passwd qui va contenir des informations sur tous les utilisateurs de la machine. Pour chaque utilisateur, j'ai le groupe ID, l'ID du groupe, le répertoire d'utilisateur, le shell par défaut de l'utilisateur, etc. J'ai plein d'informations sur les utilisateurs. Celui-là est assez pratique parce qu'il permet de savoir quels sont les utilisateurs sur la machine et généralement quelles sont plus ou moins les permissions associées à cet utilisateur-là en particulier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors, en premier, pourquoi il s'appelle ETC passwd ce fichier? C'est parce que, historiquement, il y a 15-20 ans, dans le fichier ETC passwd, il y avait aussi les haches de mot de passe. Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas pour des raisons pratiques, parce que ce fichier ETC passwd, là, je suis connecté en tant que guest et j'ai pu faire un cat dessus. Maintenant, les fichiers de mot de passe, de haches de mot de passe, ils ont été déplacés dans le fichier ETC Shadow. Donc si je regarde dans le ETC Shadow, ce que là j'ai pas les permissions de faire, à l'intérieur je vais avoir le nom d'utilisateur avec pour chaque nom d'utilisateur le hash de mon mot de passe sur ma machine. Donc là en l'occurrence j'ai pas les permissions de le faire parce que je suis connecté en tant que guest et on voit que si on regarde les permissions, il y a juste l'utilisateur root qui a accès en lecture-écriture et les personnes qui font partie du groupe root qui ont le droit de lire du coup. Donc effectivement, moi j'ai pas le droit de le faire, c'est bien normal. Donc l'équivalent de ce fichier ETC Shadow, pourquoi je vous parlais de ça, c'est parce que globalement ça va être la même chose que le SAM en fait. Le SAM, pour Security Account Manager, c'est l'endroit sur votre machine Windows où sont au final stockés les mots de passe. Ils ne sont pas stockés dans les registres, ils ne sont pas stockés ailleurs dans le système de fichiers au final, ils sont stockés dans un fichier. Et du coup, si jamais on pouvait juste faire un cat sur certaines machines, sur ce fichier c'est Windows System32 config SAM, on verrait les mots de passe, les haches de mots de passe à l'intérieur directement. C'est vrai sur des machines jusqu'à des machines Windows 7. En fait, jusqu'à Windows 7, quand on allait voir directement dans le fichier, réellement dans le SAM, quand on avait les permissions pour le faire, on avait directement les RID des utilisateurs et on avait les mots de passe qui étaient associés. Les haches de mots de passe, pardon, qui étaient associés. Il n'y avait pas les mots de passe en clair, heureusement. Mais du coup, il y avait les haches de mots de passe qui étaient associés. C'était des haches qui étaient assez faciles à casser d'ailleurs à l'époque. Donc le SAM, du coup, c'est le fichier sur une machine Windows qui contient les haches de mots de passe, au final. Alors, ce fichier-là, il n'est pas accessible directement. Vous pouvez tester si vous avez une machine Windows directement. Moi, j'en ai pas, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer. Mais quand on essaye d'aller ouvrir ce fichier, même avec les permissions administrateurs, même avec l'utilisateur le plus privilégié de la machine, on ne va pas pouvoir le faire. En fait, les API Windows ne permettent juste pas, elles bloquent directement l'ouverture de ce fichier. Ce qu'il y a dans le SAM, c'est les haches de mots de passe, mais ils ont été chiffrés avec une clé qui n'est pas à l'intérieur du SAM. Voilà. Donc maintenant, c'est un petit peu plus complexe pour récupérer les informations. Et le SAM, c'est un fichier qui est dans C Windows System32 config et qui contient les haches de mots de passe sur la machine. Alors, je vous parlais de SID. À quoi ça ressemble des SID? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'API WMIC en ligne de commande. Cette API-là, c'est un outil en ligne de commande qui permet d'interagir avec les API d'administration sur une machine Windows. Pardon. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande du coup, pour chacun des comptes utilisateurs, de récupérer le nom et ensuite le SID. Et du coup, il nous affiche pour chacun des comptes utilisateurs le nom, là j'ai un utilisateur administrateur, et il nous affiche le SID. Alors, de manière générale, quand on a un RID, donc le RID, c'est la dernière section, comme je vous disais, c'est la dernière partie. Par exemple, pour mon utilisateur qui s'appelle LP1, moi, mon RID, c'est 1001. Pour l'utilisateur administrateur, son RID, c'est 500. Et c'est assez intéressant de les connaître parce que si jamais j'arrive à dumper les informations qui sont contenues dans le SAM, si jamais j'arrive à dumper les haches de mots de passe,
les haches de mot de passe, ils ne sont pas associés directement au nom d'utilisateur, ils sont associés au RID. Donc si jamais je dump le SAM, je vais voir par exemple pour mon utilisateur LP1 le hash du mot de passe de l'utilisateur et je vais avoir 1001. Mais je ne vais pas avoir directement LP1. Donc ça va être à moi après de faire l'association entre nom d'utilisateur et entre RID associé. C'est pour ça qu'on parlait ici en l'occurrence de RID et de SID. Et ensuite, dans le SID, comme vous voyez, il y a pas mal d'infos, avec des informations par rapport à qui a créé le compte, par rapport à la machine directement. C'est des signatures, en fait, par rapport au cycle de vie de la ressource qu'on décrit. Du coup, voilà, la règle par défaut, c'est que quand on a un compte qui commence par 500 quelque chose, c'est un compte qui a été créé automatiquement sur la machine, donc le compte invité, le compte administrateur, etc. C'est Windows qui les a créés, c'est pas moi qui les ai créés quand j'ai configuré ma machine. Par contre, les comptes qui commencent par 1000, c'est des vrais, entre guillemets, comptes utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, LP1, effectivement, moi, c'est le compte que j'ai créé pour mon utilisateur sur ma machine Windows. NetBIOS, c'est un protocole d'entrée-sortie, donc c'est un protocole d'échange d'informations, qui aujourd'hui se base généralement sur TCP/IP, parce que c'est quand même la norme qu'on a par rapport au réseau sur Internet, et qui permet de communiquer entre plusieurs applications qui sont exécutées sur des systèmes différents. Alors, quand on fait de l'énumération NetBIOS, par exemple, quand on a un service de session NetBIOS auquel on va avoir accès, on a des outils d'énumération NetBIOS. Alors, on en a directement qui sont à l'intérieur de Nmap. Nmap, il permet de tout faire, en fait. Il y a un système de scripting qui est vraiment puissant, et on peut rechercher tout et n'importe quoi. Et notamment, il y a nbtstat.nse, qui est le script Nmap qui permet de faire de l'énumération sur des ressources NetBIOS. On va pouvoir récupérer, quand on a un service NetBIOS accessible sur une machine, par rapport aux permissions qui sont associées, des noms d'utilisateurs, le nom de la machine, le nom de ressources partagées, des adresses MAC, des noms de domaines sur le réseau, ce genre de choses. Et du coup, on a ce qu'on appelle des noms NetBIOS. C'est ici, nous dit NetBIOS name. Ces noms NetBIOS, c'est généralement une chaîne de caractères qui décrit la ressource. Donc là, par exemple, Skull Security, là, par exemple, Windows 2003, c'est généralement le nom de la ressource vraiment humainement tel qu'il a été écrit, tel qu'il a été défini par les administrateurs système. Et ensuite, on a un chiffre par la suite qui est écrit en hexadécimal. Ce chiffre-là, du coup, il permet de définir le type de ressource qu'on est en train de définir. Le nom NetBIOS, du coup, c'est ce que je vous dis, il est désigné par une chaîne de caractères de 16 caractères maximum, et on a 15 caractères qui sont utilisés pour nommer la ressource, et on a le dernier caractère qui sert à identifier le type de ressource. Et du coup, quand on fait de l'énumération NetBIOS, on peut avoir des codes comme ça. On a généralement des codes comme ça, un C, 00, 00, 20 par exemple, et on a généralement des types de ressources qui sont associés, donc unique ou groupe. En fonction de la ressource et en fonction du code, on va pouvoir savoir ce que c'est. Donc par exemple, si on a un C unique, on sait que c'est un domaine contrôleur. Si on a 00 unique, on sait que c'est un hostname. 00 groupe, c'est un nom de domaine. 20 unique, c'est un serveur de fichiers, etc. Et si on regarde par exemple sur le retour qu'on avait en ligne du script Nmap, on a 00 unique, donc 00 unique a priori, c'est le nom de la machine. 20 unique a priori, si je me souviens bien, c'est un partage de fichiers. Ouais, 20 unique, c'est un serveur de fichiers. C'est pour ça que c'est assez intéressant de les connaître quand on travaille avec des machines Windows. C'est parce que là, je suis capable de comprendre directement cette sortie. Et je sais que le nom de la machine que je suis en train de scanner, le hostname de la machine en local, c'est Windows 2003. Je sais qu'il y a un serveur de fichiers. Donc il y a probablement un serveur de fichiers SMB avec des fichiers qui sont partagés. Donc ça, je vais pouvoir le voir directement juste à partir du nom NetBIOS. Je vois aussi qu'il y a Skull Security 00 en groupe. Donc je sais que le hostname associé sur ce réseau-là, c'est Skull Security. Mais voilà. Donc énumération NetBIOS, parfois juste avoir un service NetBIOS qui tourne sur un réseau, sur une machine, ça peut être très pratique et ça peut permettre de trouver pas mal de choses. Alors dans les outils d'énumération NetBIOS, il y en a plein. Je ne vais pas m'attarder dessus aussi, hein. On a Nmap, comme on a vu. Nmap, il y a des scripts pour faire tout et n'importe quoi, notamment pour faire de l'énumération NetBIOS. On a sur Windows nbtstat.exe. nbtstat, c'est juste un client NetBIOS au final, en fait. On peut faire des requêtes NetBIOS avec. On a nbtscan, qui est un script sur Linux, un outil d'énumération qui est très pratique et qui permet automatiquement de scanner des machines pour faire de l'énumération NetBIOS, qui nous affiche à peu près le même type de sortie que ce qu'on avait avec le script Nmap qu'on a vu. Et ensuite, on va parler un petit peu de SNMP. SNMP qui est un protocole d'administration réseau. Si jamais vous avez déjà installé du Xabix, du Nagios, du Datadog par exemple, des choses comme ça, c'est un petit peu plus ou moins la même chose. Sauf que c'est quand même vastement simplifié, c'est même dans le nom, c'est assez simple. Généralement, il est utilisé pour deux choses principalement, pour faire de la remontée de configuration sur des machines. Donc imaginons que je vais propager sur mes 3 serveurs DNS qu'on a vus sur l'infrastructure sur laquelle on avait travaillé. Si jamais je veux propager automatiquement des configurations, je vais pouvoir utiliser SNMP pour modifier des fichiers de configuration à partir de ça, à partir d'un manager que je vais avoir installé sur ma machine en tant qu'administrateur. Ou alors je vais pouvoir m'en servir pour récupérer des informations, récupérer des configurations qui ont été modifiées, récupérer des statistiques aussi, récupérer des informations sur l'usage CPU, sur la RAM,
sur les entrées réseau qui ont été stockées sur machine, etc. Récupérer des infos de manière générale sur les machines. C'est un protocole qu'on ne voit pas tant que ça en tant qu'utilisateur classique, je dirais. C'est surtout un protocole qui est utilisé pour l'administration système, mais il est assez important parce qu'il est utilisé par pas mal de matériel réseau au final. Et du coup, on peut généralement, si jamais on sait comment il fonctionne et si jamais on a les bonnes clés associées, on va pouvoir récupérer pas mal d'infos sur le matos réseau assez facilement. Et du coup, pour chacune des machines, chacun des appareils que je vais vouloir administrer, soit le constructeur il l'a directement installé avec un agent à l'intérieur et j'ai juste à configurer l'agent pour lui mettre le même mot de passe que j'utilise moi sur mon manager, soit je vais moi aller directement sur mon serveur HTTP par exemple, configurer moi-même l'agent, j'installe un agent SNMP, je le configure et je le configure pour la remontée d'informations par rapport à mon manager. Donc SNMP, comme je vous le disais, j'utilise des mots de passe. Il y a 2 mots de passe généralement qui sont utilisés. Ces mots de passe-là, on les appelle les community strings. Et il y a une read community string et une read write community string. En fait, il y a une clé qui sert juste à la lecture d'informations. Celui-là, il est assez pratique parce qu'on peut s'en servir pour mettre sur des managers qui n'ont pas forcément besoin de pousser des configurations. Et on a une clé qui est un peu une clé maître par rapport au reste, qui est la read write community string, qui va pouvoir du coup permettre de faire des modifications en lecture et en écriture. Alors, c'est assez intéressant SNMP parce que c'est un protocole qui est peu utilisé, qui est parfois aussi mal maîtrisé. Et par défaut, il est configuré avec des clés par défaut. Il y a des clés quand on a du matériel SNMP, il y a des clés par défaut qui sont installées sur nos machines, sur nos appareils, et les clés par défaut, c'est public. Et du coup, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire de l'énumération SNMP et qui se basent juste sur ça, en fait, qui utilisent les clés par défaut et qui vont pouvoir comme ça récupérer des informations sur du matériel qui n'a pas été bien configuré. Alors au niveau du protocole SNMP, ça on va passer dessus rapidement parce que c'est pas très intéressant honnêtement. Il y a un composant en plus qui s'appelle une MIB qui n'est pas toujours là d'ailleurs, qui est pour Management Information Based, et en fait c'est une base de données qui contient toutes les informations qui vont permettre à SNMP de savoir comment est-ce qu'il faut gérer des nouveaux protocoles, des nouveaux fichiers de configuration, etc. Donc c'est des méta-informations sur l'architecture et l'emplacement de fichiers de configuration de manière générale. Et ça se base, on en parle parce que ça se base en fait sur les mêmes clés. On peut la modifier avec les mêmes community strings dont on a parlé un petit peu avant. Les techniques d'énumération SNMP, c'est un peu comme les autres techniques d'énumération qu'on a vues jusqu'ici en fait au final. On va prendre un vrai client et on va du coup avoir un vrai client SNMP, un vrai manager SNMP, et on va récupérer des informations sur les agents, ou alors on va utiliser un client en ligne de commande qui a été développé, qui fait des vraies requêtes SNMP, et qui va juste demander du coup aux agents ou demander à un manager potentiellement des informations. Il y a une complexité par rapport à d'autres protocoles, par rapport à SMTP par exemple. Avec SNMP, il y a forcément toujours un mot de passe qui est demandé pour pouvoir récupérer des informations. Il y a toujours au moins une community string qui va être nécessaire d'avoir pour pouvoir récupérer les informations. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit la deviner, comme je vous disais très souvent, c'est public, parce que c'est la clé qu'on a par défaut, soit on va essayer de l'intercepter sur le réseau, donc on va se mettre en position de personne du milieu sur le réseau, on va intercepter le trafic, et on va essayer de voir passer cette clé-là dans une communication entre un appareil et son manager, soit on va faire de l'attaque par brute force, faire de l'attaque par dictionnaire sur les agents pour essayer de récupérer les informations. Voilà, on nous dit que SNMP v3 chiffre les communications, effectivement, par défaut, jusqu'à SNMP v3, les communications ne sont pas du tout chiffrées. C'est pour ça qu'on parle de sniffing, parce qu'on peut directement juste être sur le réseau, intercepter les communications et voir les communications passer. Au niveau des outils, comme je vous disais, en fait, c'est vraiment juste des outils d'administration qui vont permettre de récupérer des informations et on se sert des outils là de manière basique en fait au final, et c'est un peu ça l'énumération. C'est vraiment où on utilise les protocoles qu'on a à disposition pour récupérer plus d'informations que ce qu'on avait à l'origine. Ensuite, on va parler un petit peu d'LDAP. Alors LDAP, je vous ai quand même dit pas mal de choses dessus, je pense que vous avez la majorité des informations. LDAP, c'est un protocole de communication qui est utilisé pour accéder et maintenir des répertoires d'informations distribués dans une structure hiérarchisée. C'est un protocole de base de données qui fonctionne un petit peu comme un file system. Donc en fait, on a des dossiers qui contiennent des informations à l'intérieur avec une hiérarchie par rapport à elles. Alors effectivement, ça peut être distribué, c'est-à-dire qu'on peut avoir potentiellement plusieurs serveurs LDAP qui vont échanger des informations, qui vont pouvoir être utilisés ensemble, qui vont interagir entre eux. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont distribués. LDAP généralement, et c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça qu'on en parle ici, il est souvent utilisé pour stocker des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Et c'est pour ça que c'est très cool. Parmi les services qui utilisent LDAP, on a Active Directory. Active Directory qui est le service principal de gestion d'utilisateurs sur des réseaux Microsoft. Dès que vous avez un réseau d'entreprise qui utilise des machines Windows, on va avoir très souvent quand même Active Directory derrière. Et Active Directory, c'est basé de base sur LDAP, ça utilise d'autres protocoles par-dessus, mais ça utilise quand même de base LDAP. Ça permet de gérer l'authentification notamment sur plusieurs machines sur un réseau. Si jamais vous êtes sur un réseau d'entreprise et que vous pouvez vous loguer sur n'importe quelle machine avec vos identifiants, très généralement, ça va être Active Directory qui est utilisé derrière. On a aussi Open Directory, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, mais Open Directory, c'est comme Active Directory, mais c'est une version open source.
et c'est utilisé aussi souvent sur des machines Linux. A noter qu'Active Directory, ça marche aussi avec des machines Linux. Il y a des manières de le faire fonctionner pour des réseaux avec des machines Linux aussi. Les outils d'énumération LDAP, globalement, c'est comme un peu sur le reste, c'est vraiment juste des outils des clients LDAP en fait. Donc JExplorer, celui-là il est bien, c'est un outil d'énumération, c'est un client LDAP qui fonctionne un petit peu partout. N'importe lequel fait l'affaire au final. Ensuite NTP, on va passer dessus un peu rapidement parce que celui-là n'est pas très complexe en réalité, l'énumération NTP. NTP, c'est un protocole de synchronisation d'horloge sur des machines. C'est principalement utilisé sur des machines Linux aujourd'hui. C'est un protocole qui est assez critique effectivement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le temps sur des réseaux. Il y a notamment tout ce qui est génération de one-time password, ça c'est basé sur le temps. De la MFA, ça va être basé sur le temps. Les certificats aussi, ils ont des dates d'expiration. Ça reste quand même un protocole assez critique. Quand on fait de l'audit et qu'on a NTP, on ne se dit pas forcément de base que ce protocole-là, il est super important. Globalement, de la synchronisation d'horloge sur des machines, c'est pas ce qu'il y a de plus catastrophique. En réalité, NTP, déjà, il permet de faire ces choses-là. Et NTP, il peut aussi être assez critique parce que, en réalité, il permet de faire de l'énumération. En fait, on peut utiliser un serveur NTP pour savoir quels sont les clients connectés sur le serveur NTP. Et du coup, on peut potentiellement récupérer pas mal d'informations sur la topologie des réseaux qu'on a en interne. Et on peut même parfois récupérer des adresses IP en interne, etc. Enfin, avoir pas mal de choses juste à partir de ce serveur-là. Donc au final, c'est un protocole qui est assez critique en réalité. Et on peut aussi s'en servir, on peut l'exploiter du coup pour directement faire de la reconnaissance, faire de l'énumération sur notre réseau local. Donc là où c'est vraiment intéressant, et là où c'est vraiment utile en pentest en réalité, c'est surtout qu'on utilise un serveur NTP pour identifier les autres qui sont connectés sur le serveur NTP et savoir quels sont les OS, quels sont les numéros de version de NTP qui sont utilisés et quelles sont les adresses IP, parfois les hostnames aussi des machines qui sont connectées sur le serveur NTP. Alors NTP, pareil, jusqu'à la version 3, il n'y avait pas du tout de chiffrement qui était utilisé et il n'y avait pas d'authentification non plus qui était utilisée. Donc ça aussi c'était assez intéressant et c'était assez facile à exploiter au final. On pouvait juste voir directement des requêtes qui passaient. On pouvait même parfois, si le serveur était vraiment mal configuré, faire des requêtes sur le serveur pour lui demander quels sont les clients qui sont connectés. Dans les outils d'énumération NTP, pareil, je ne vais pas m'attarder dessus. On a Nmap, parce qu'à Nmap, il y a des scripts pour tout. Donc il y a des scripts qui permettent de faire de l'énumération NTP. Mais après, sinon, ça, c'est les clients sur Linux NTP classiques qui permettent du coup de faire de la récupération d'informations sur des machines, sur des serveurs NTP. Et ensuite, on a le protocole NFS. NFS, c'est un petit peu comme SMB, c'est un protocole de partage de fichiers. Sauf que NFS, il a été développé spécifiquement pour des systèmes Unix. Alors, à l'origine, vraiment, il a été développé pour Unix, même pour le vrai système d'exploitation Unix. Et au fil du temps, il a évolué. Maintenant, il est disponible un petit peu partout. Mais à l'origine, c'était développé pour Unix. Et historiquement, il était quand même surtout utilisé sur des systèmes type Unix et surtout utilisé sur Linux. Aujourd'hui, on le voit un petit peu plus partout quand même. NFS utilise les ports TCP/UDP 2049. Alors, NFS aussi, c'est un des points importants assez intéressant et important par rapport à NFS. Il utilise le protocole RPC dont je vous ai parlé un petit peu. RPC, du coup, c'est un protocole qui permet d'utiliser des fonctionnalités de service sur une machine à distance. Et on peut notamment lister du coup les services qui sont disponibles sur une machine avec la commande RPC info. Donc je vous donne la syntaxe ici, RPC info-p avec l'IP sur une machine Windows pour voir directement sur une machine à distance quels sont les services qui sont activés sur la machine. Et parfois, ça peut lister des services qui ne sont même pas exposés directement sur un port. On peut voir des services qui sont exclusivement exposés en local et on peut comme ça faire de l'énumération directement. On a la commande aussi showmount qui permet de lister directement les partages qu'on a sur un partage de fichiers NFS. L'énumération SNTP, le protocole SNTP. Alors celle-là, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent pour le coup parce qu'on a très souvent des serveurs SMTP quand même, qui sont utilisés par des clients. C'est la base de l'envoi de mail, c'est le protocole d'envoi de mail. Donc on en a assez souvent, il est assez souvent utilisé sur Internet. Alors le protocole SMTP, c'est un protocole qui assure la communication entre des serveurs mail et entre les destinataires des emails. Donc moi, quand j'envoie un email quelque part sur Internet, alors je vais vous laisser voir le texte quand même. Quand j'envoie des emails sur Internet, c'est le protocole qui est utilisé au final pour vraiment faire la transmission de l'email. De base, SMTP il utilise le port 25 et la technique d'énumération SMTP, ça consiste à du coup juste faire des requêtes SMTP valides pour demander au serveur des informations sur les utilisateurs, des informations sur les adresses mail, des informations sur sa configuration de manière générale. Alors, dans les requêtes SMTP, dans les commandes qui vont nous intéresser, on en a plusieurs. On va regarder en live directement lesquelles vont nous intéresser. Donc, je vais retourner sur app.coursize et je vais me reloguer. Alors, ce qu'on peut faire, on peut travailler avec le serveur mail qu'on a sur certifiedhacker.com. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer déjà l'adresse du serveur mail ou l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur mail associé à certifiedhacker.com. On va commencer par faire un dig mx pour savoir quelle est la boîte mail associée, quel est le serveur de mail associé derrière, quel est le serveur SMTP associé derrière, sur certifiedhacker.com. On voit que le serveur mail associé, c'est mail.certifiedhacker.com.
certifiedhacker.com. À partir de là, ce que je peux faire, c'est me connecter avec Netcat. Donc Netcat, pour rappel, c'est un outil de connexion, de communication TCP qui me permet globalement, assez simplement, d'ouvrir des communications, d'ouvrir des sockets TCP. Ce que je veux faire, c'est me connecter sur mail sur le port 25. Alors j'ai oublié de spécifier le port, forcément. Et du coup, je peux juste me connecter et voir ce qui se passe. Alors, SMTP, c'est un protocole qui est assez intéressant pour l'énumération, parce que là, comme vous voyez, moi, j'ai pas envoyé d'infos, et le serveur, il me donne des informations directement. Donc, il me dit que c'est un serveur qui est hébergé sur bluehost.com, il me donne l'adresse du serveur, donc c'est box5331.bluehost.com, il me donne la date du serveur, donc vu la time zone, on n'est pas sur la même, il est probablement aux États-Unis celui-là, et ensuite il nous donne des informations dans la bannière par rapport à ce qu'il autorise sur ce qu'on peut faire avec le serveur. La première instruction qu'on va voir et la première commande SMTP qu'on va voir, alors à noter que ces commandes, quand vous utilisez votre client, vous utilisez Thunderbird par exemple, ou n'importe quel autre client mail, votre client mail, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire exactement la même chose. Il va ouvrir la socket TCP, il va envoyer ces informations-là à quelques syntaxes près, en fait, au final. Mais comme le protocole, il est assez simple à taper avec un clavier, en fait, on peut juste directement ouvrir une socket TCP et nous-mêmes directement utiliser le protocole correctement. Donc, le premier mot-clé qu'on va voir, c'est le hello. Hello, du coup, c'est ce par quoi commence une communication SMTP. On commence par dire bonjour, en fait, entre guillemets, au domaine avec lequel on communique. Donc, dans le protocole, il faut toujours qu'on commence par dire bonjour. Si je commence à essayer de demander par exemple au serveur, je peux lui demander par exemple... alors afficher l'aide, il va peut-être le faire, parce que parfois ils sont sympas, on va voir. Oui, il m'affiche l'aide, généralement les serveurs sont même plutôt cool, on a le droit d'afficher l'aide avant de faire un hello. Mais imaginons par exemple que je veuille commencer à... Alors, le serveur en l'occurrence ne me permet pas de faire beaucoup de choses, mais on va commencer à taper un mail. On va mettre mail from test@test.fr. À ce moment-là, le serveur me dit... il y a une erreur, il faut que tu commences forcément par hello ou par EHLO. Alors le hello ou EHLO, c'est la même commande en fait, il y a ces deux syntaxes différentes qui font la même chose. Mais du coup, le serveur me dit, bah non, tu ne peux pas commencer à me demander des choses, d'abord il faut que tu me dises donc bonjour. On va dire bonjour au serveur. Donc la commande c'est hello, HELO, et ensuite il faut qu'on dise au serveur avec quel domaine on va vouloir communiquer. Donc là en l'occurrence, moi c'est certifiedhacker.com. À partir de là, le serveur me répond 250, donc ça veut dire que tout s'est bien passé, et il répond avec un hello, www.certifiedhacker.com. Super. À partir de là, ça a fonctionné, et là, je vais pouvoir commencer à taper des commandes, et là, potentiellement, je vais pouvoir essayer d'envoyer des mails. J'ai spoilé un petit peu, mais la commande pour envoyer des mails, c'est mail from, et du coup, on spécifie une adresse. Donc, mail from. Ce qu'on peut faire, c'est déjà vérifier si le serveur, il me permet d'envoyer des mails en tant que n'importe qui, et à n'importe qui. Donc, est-ce que je peux envoyer des mails en tant que test@test.fr? Il me dit 250 OK. C'est pas pour autant qu'au final, je vais vraiment pouvoir le faire. Alors, sur ce serveur-là, il n'y a quasiment aucune chance pour que ce soit le cas. Des serveurs en OpenRelay, c'est très rare sur Internet, et celui-là, je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Ensuite, on va dire RCP-tout. On va envoyer le mail à Jérémy. Je vais me l'envoyer à moi-même, comme ça je pourrais le vérifier. Là, le serveur devrait être moins content. Il me dit, potentiellement oui, mais par contre, active l'authentification. Donc là, actuellement, je n'ai pas le droit, en n'étant pas connecté, d'envoyer des mails en tant que test@test.fr à jérémy@fernet.com. Ce qu'on peut faire, c'est, on va voir, est-ce que je peux envoyer des mails en tant que admin@certifiedhacker.com. Alors, je suis sur la même... là, j'ai déjà tapé ma commande, donc je suis déjà... il me dit, j'ai déjà l'adresse mail de la personne qui envoie le mail. Ce qu'on peut faire, c'est taper R7 pour réinitialiser la connexion. Donc là, on va recommencer. Donc on réinitialise la connexion et on va faire mail from admin@certifiedhacker.com. Alors là, ce serait problématique aussi, parce que même si le serveur il est pas nécessairement configuré pour que j'envoie des mails en tant que n'importe qui, si je peux envoyer des mails en tant que admin par exemple, ou en tant que n'importe quelle adresse qui vient vraiment de certifiedhacker.com, ça reste problématique. Je ne suis pas censé faire ça quand même. Je ne suis pas censé pouvoir envoyer des mails en tant que n'importe qui sur ce serveur-là. Donc mail from admin@certifiedhacker.com, ça passe. RCPT tout, et on va essayer d'envoyer un mail de la part d'admin à admin. On va voir ce que ça fait. Là, il met un petit peu de temps à me répondre, ce qui n'est pas forcément toujours bon signe quand les serveurs mettent un petit peu de temps. Là, il me donne une information qui est intéressante. Je ne pensais pas qu'il serait aussi verbeux. Il me dit qu'il n'y a pas d'utilisateur admin@certifiedhacker.com qui existe. Alors, du coup, c'est assez intéressant parce que ce serveur-là, on pourrait s'en servir pour faire de l'énumération. Et on pourrait du coup tester admin, tester contact, tester webmaster, etc. @certifiedhacker.com pour voir si potentiellement il y a des adresses qui existent ou non sur le serveur SMTP. Là en l'occurrence, il me dit que cet utilisateur-là il n'existe pas.
potentiellement, peut-être que je pourrais envoyer de la part d'admin un email à admin sur sa boîte mail. Alors, à noter que c'est l'une des manières de faire ça, du coup d'envoyer des mails en tant que quelqu'un de manière forgée comme ça. Il y a plusieurs manières de faire en réalité. Vous avez peut-être des proches ou peut-être vous-même reçu dans votre boîte mail des mails qui provenaient de votre adresse mail et qui vous disaient je vous ai filmé, j'ai des documents sur votre historique, etc. Envoyez-moi des bitcoins, sinon j'envoie tout à votre famille. Et pour preuve que j'ai hacké votre machine et que j'ai récupéré ces informations-là, je vous envoie un mail à partir de votre propre adresse mail dans laquelle je me suis introduite. Ça, j'ai eu plusieurs proches qui ont reçu des mails comme ça. J'ai même des clients régulièrement qui m'en envoient parce qu'on en a discuté, c'est devenu un peu c'est un truc qui nous faisait rire. Mais en fait, comment ça fonctionne? C'est parce que dans les emails, on a les champs mail from, on a les champs RCPT2, on a aussi une adresse mail qui est l'adresse mail qui est affichée et qui n'est pas forcément réellement l'adresse mail qui est utilisée au final pour l'envoi. Donc sur ces mails-là, si jamais on regarde le mail et qu'on regarde vraiment la source du mail, qu'on regarde les détails vraiment du mail, on va voir que la vraie adresse qui a été utilisée pour envoyer le mail, c'est pas la nôtre. Et en fait, l'adresse mail d'affichage, qui est un champ différent en fait quand on envoie un email, celle-là par contre, effectivement, c'est notre adresse mail. Mais dans le protocole SMTP, ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a pas de notion de vérification réelle de l'adresse mail qui est réellement affichée. Donc c'est comme ça que ces campagnes-là, elles fonctionnent, et c'est pour ça qu'elles fonctionnent aussi bien, parce qu'effectivement, on regarde le mail, c'est vraiment notre adresse mail qui est affichée quand on regarde l'origine de l'email. Voilà. Dans les commandes qui vont être utiles quand on fait de l'énumération sur des serveurs SMTP, EXPN, alors ça on l'a assez souvent. Sur ce serveur-là, on ne l'avait pas, mais ça demande au serveur des informations. Donc ça nous demande au serveur de nous expliquer quelque chose. Donc on peut demander au serveur, explique-moi qu'est-ce que c'est cette adresse mail, explique-moi qu'est-ce que c'est cet alias. Il va du coup nous dire, tel alias, il est associé à telle adresse mail. Pareil, on peut lui demander de nous expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une mailing list, et il va nous dire du coup tout le contenu d'une mailing list directement. Ça, c'est assez pratique pour faire de l'énumération assez massive d'utilisateurs. On peut aussi faire du brute force directement. On peut lui demander d'expliquer des comptes utilisateurs. Il va nous dire ce compte utilisateur-là, il existe, ou alors il n'existe pas. On a aussi, qui est assez similaire, le verify, qui permet de vérifier l'existence d'une adresse mail. Alors celui-là, typiquement pour les scripts d'énumération, il y a un script d'énumération de brute force de nom d'utilisateur avec Nmap qui fait ça. Il y a un script Metasploit aussi, qui se base du coup sur le verify. Le verify qui est très souvent utilisé pour ça. On demande au serveur SMTP de l'autre côté, est-ce que ce nom d'utilisateur, il existe sur le serveur mail. Ensuite, on a donc celui qu'on a vu, le mail from. Donc quand on va commencer à écrire un mail sur un serveur SMTP directement dans le protocole, on va commencer par mail from avec l'adresse mail. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait avec test@test.fr. On a RCP2 ensuite, une fois qu'on a fait le mail from, qui permet de spécifier la personne, le destinataire qui va recevoir le message. Et ensuite, si jamais c'est valide et si jamais le serveur ne nous kick pas comme nous il l'a fait, on va pouvoir remplir le champ data qui contient directement les données du message. On a reset ou R7 qu'on a utilisé tout à l'heure quand on avait fait une bêtise avec le mail from. On a utilisé R7 pour réinitialiser la connexion. Alors R7 qui peut parfois redemander un hello, peut parfois ne pas le faire, ça dépend des implémentations. Verify, on en a parlé, help qui affiche l'aide, donc c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure, et quit qui termine l'échange. Alors à noter que quit, pareil, ça dépend des clients, ça dépend de serveurs, ne va pas toujours directement fermer la communication. Quit parfois ça va juste arrêter de communiquer avec vous, ça veut dire au serveur arrête de communiquer, mais parfois la socket elle va rester ouverte. Donc quit ça dépend vraiment du serveur, comment il le gère. Parfois c'est à vous de fermer la connexion, parfois c'est le serveur qui le fait pour vous directement. Dans les outils d'énumération SMTP, on a Nmap. Nmap, comme je vous disais, il va être un peu partout parce qu'il y a des scripts d'énumération. Nmap, il a un script qui fait un peu la même chose que celui-là. Alors SMTP User Enum, c'est un script Python qui permet de faire l'énumération Nmap à partir d'un nom de l'adresse IP d'un serveur SMTP. Mais du coup, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'on lui donne une liste de noms d'utilisateurs potentiels et il va tous les tester en boucle sur le serveur avec des verify ou avec des UXPN. Et du coup, comme ça, il sait quels sont les utilisateurs qui existent ou qui n'existent pas. C'est assez pratique pour ça. Netcat, Telnet, comme on l'a fait. Netcat, c'est exactement ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on vient d'utiliser. Telnet, alors pourquoi Telnet? Parce que le client Telnet, en fait, il peut être utilisé sur Windows à la place de Netcat. Parce qu'avant, on l'avait par défaut. Maintenant, il fait partie d'une suite d'outils particulière, mais on peut quand même avoir assez facilement un client Telnet sur Windows. L'idée, c'est que si on n'a pas Netcat, Telnet, vu que le protocole Telnet, en fait, au final, c'est vraiment juste du TCP avec 2-3 usages un peu spécifiques, mais globalement, Telnet, c'est vraiment juste du TCP. On ouvre des sockets TCP, on envoie des informations, le serveur, il nous renvoie des informations aussi. En fait, on peut utiliser Telnet pour faire du SMTP. C'est pour ça qu'il est là. Tellement d'outils qui permettent de faire tout et n'importe quoi avec Metasploit. L'énumération DNS, on y arrive. Alors,
comme je vous disais, là on a fait la reconnaissance DNS, on a fait des requêtes DNS sur le serveur. On peut aussi faire de l'énumération. Quand on parle d'énumération, on parle d'une chose en particulier. Alors, comme je vous disais, le protocole DNS et les serveurs DNS, ils utilisent TCP et UDP sur le port 53. UDP, c'est utilisé par une fonctionnalité en particulier qui est le transfert de zone DNS. Ça consiste à demander à un serveur DNS de transférer directement toute sa zone. L'idée, c'est que, par exemple, moi sur mon réseau local, vous avez, j'ai DNS1, DNS2, DNS3. Ces serveurs DNS, si jamais je modifie la configuration d'un des champs DNS, je modifie l'entrée, je modifie par exemple l'adresse IP d'une machine sur le serveur. Plutôt que de m'embêter à aller manuellement me connecter en SSH sur toutes les machines et mettre à jour les configurations, ce que je peux faire, c'est que je vais avoir des serveurs avec des niveaux de priorité qui vont du coup échanger par eux-mêmes leur configuration plus ou moins tout seul. Et du coup, en fonction de comment le serveur est configuré, d'autres serveurs peuvent lui demander de partager leur zone. Et du coup, une zone, comme je vous disais aussi, c'est un fichier de configuration en fait. La zone, c'est vraiment le fichier de configuration qui contient toutes les informations sur le serveur DNS. Donc, le principe du transfert de zone, c'est de demander à un serveur de nous donner directement toute la configuration DNS pour un domaine en particulier. Et si le serveur est sympa et mal configuré surtout, il va nous donner directement toutes les informations. Donc quand on parle d'énumération DNS, on parle spécifiquement de transfert de zone DNS. Alors, le transfert de zone, on va pouvoir en faire. Alors, si vous voulez le faire chez vous avec Dig ou avec NSLookup, vous pouvez le faire aussi. Il y a un serveur qui est disponible en ligne qui permet de faire du transfert de zone. Et ça, c'est vachement cool. C'est quelqu'un qui a mis ça en ligne, qui a configuré un serveur en ligne avec des informations de test, quoi. Il y a n'importe quoi en fait comme information, c'est pas des informations vraiment critiques. Et c'est vraiment juste là pour que des personnes puissent s'amuser à tester. Alors, ce serveur-là, il est sur zonetransfer.me. Comme je vous disais, quand on fait un transfert de zone DNS, on a besoin de plusieurs informations. On a besoin de savoir quelle est l'adresse du serveur DNS qui possède la zone DNS. Ça, on ne l'a pas forcément, parce que l'adresse du serveur, ce n'est pas forcément zonetransfer.me. Zonetransfer.me, c'est l'adresse IP du serveur web, mais ce n'est pas nécessairement l'adresse IP du serveur qui est le serveur DNS qui gère cette configuration DNS-là. C'est deux choses différentes. Donc en premier, il faut qu'on ait l'adresse DNS du ou des serveurs qui gèrent ce domaine-là. Et ensuite, il nous faut la zone qu'on va vouloir récupérer. Donc en l'occurrence, zonetransfer.me. Là, on a directement l'information. Donc en premier, ce qu'on peut faire, c'est regarder quelle est l'adresse IP associée à zonetransfer.me. Alors, c'est pas ce qu'on va utiliser directement, mais c'est toujours bien de le savoir pour le noter. Donc on fait un dig à zonetransfer.me. On a cette adresse-là. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est récupérer l'adresse du ou des serveurs qui gèrent le domaine. Donc on peut faire dig ns pour name server, qui est la requête qui va demander au serveur DNS quel est le serveur qui tu es, quel est le serveur DNS qui gère spécifiquement cette zone DNS là. Là, on voit dans la section de réponse qu'on a deux réponses. On a nsztm1 et nsztm2.digi.ninja. Donc là, on sait que ce sont les deux serveurs DNS qui gèrent cette zone DNS là. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je demande à l'un de ces deux serveurs de me donner la zone associée à zonetransfer.me. Donc je demande au serveur DNS au final de me ressortir directement toute sa configuration. Pour faire ça, on fait un dig, arrobase pour dire que c'est à ce serveur-là spécifiquement que je demande. Et ensuite, la requête qu'il va falloir qu'on fasse, c'est une requête particulière qui est la requête AXFR. C'est la requête pour le transfert de zone dans le protocole. Et ensuite, il faut qu'on spécifie juste en paramètre la zone du coup qu'on veut récupérer. Donc moi, ce que je veux, c'est zone transfer. Et à partir de là, si j'envoie ma requête, le serveur va me retourner directement toutes les informations qu'il y a dans le fichier de configuration. Donc si on regarde, on a du coup toutes les entrées. On a des entrées SOA. Alors comme je vous disais, celles-là sont plutôt rares sur de l'interne. Hinfo par contre, on les a jamais globalement. Ça c'est très rare. Là en l'occurrence, on dit que c'est un Casio FX 700G sur Windows XP. Il n'est pas impossible que ce soit une fausse information parce qu'il y a pas mal d'informations qui ont été mises là vraiment pour tester. Par exemple, si on regarde, il y a shellshock.zonetransfer.me qui contient des informations pour tester la vulnérabilité Shellshock. Globalement, c'est un serveur de test sur lequel il y a des informations qui ne sont pas critiques à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut s'en servir. Donc, Hinfo pour Host Information qui sont les informations sur l'hôte directement, sur la machine qu'il y a derrière. TXT, alors ceux-là, comme je vous disais, TXT, ils sont utilisés par tout et n'importe quoi. Là, en l'occurrence, ça c'est une vérification Google, c'est probablement pour utiliser par Analytics. Ça permet de dire à Analytics, oui, je possède bien le domaine, j'ai bien le droit d'utiliser Analytics dessus. Google Mail, donc ça on sait qu'il y a probablement une utilisation de Gmail derrière. Les entrées NS, donc ça c'est celle qu'on a vue tout à l'heure quand on demandait le serveur de nom. D'autres entrées TXT, SIP. Alors, a priori, il y a un serveur SIP associé, c'est peut-être des fausses infos aussi. Pas mal d'infos à l'intérieur, beaucoup d'infos aussi qu'on voit assez rarement. Mais du coup là c'est vraiment directement tout le fichier de configuration qui est configuré sur le serveur. Et imaginons qu'on va faire la même chose sur un réseau local.
Le transfert de zone, par contre, comme on vient de le faire, c'est très rare. Transfert de zone depuis le WAN sur un serveur qui est accessible sur Internet, ça arrive quasiment jamais. En fait, le transfert de zone, c'est quelque chose qui est configuré pour des serveurs internes, sur des serveurs qui sont supposés être accédés depuis le WAN des serveurs externes. Ça arrive jamais au final, et heureusement. C'est une erreur de configuration qui est très très rare. Par contre, si on était sur un réseau interne, en fait, on aurait fait plus ou moins la même chose. Imaginons que je veuille faire du transfert de zone sur mes serveurs DNS là qu'on a sur notre réseau local. Donc pour rappel, on a 10.10.10.10 qui est DNS 1, 10.10.10.11 et 10.10.10.12 qui sont DNS 1, 2, 3. Donc si jamais je veux récupérer le domaine associé à 10.10.10.10, donc on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On a fait une requête PTR à la main tout à l'heure. On a fait dig PTR avec l'adresse IP inversée avec inaddr.arpa. En fait, on peut le faire directement avec dig-x et on lui donne l'adresse IP, 10.10.10.10 par exemple, et on demande directement l'adresse IP sa propre adresse IP au serveur pour voir s'il y a des entrées reverse DNS associées, pour voir quel est le domaine au final. On va faire la même chose, sauf que cette fois-ci on va le faire de manière un peu plus simple. Donc ça au final, cette syntaxe-là, c'est la même que celle qu'on a utilisée tout à l'heure, sauf qu'elle est un petit peu simplifiée. Donc dig-x, ça fait une requête reverse DNS sur 10.10.10.10. Du coup, je lui demande à lui-même quel est ton nom de domaine, qui va me répondre. Le nom de domaine associé à mon adresse IP, c'est dns1.powerzio.lan. Et du coup, à partir de là, cette machine-là, hop, je connais son nom de domaine. Et une fois que je connais le nom de domaine, du coup, je peux demander au serveur DNS de me donner directement toute la zone DNS. Et du coup, on va demander, par exemple, on va changer un peu. On va faire 10.10.10.13. Du coup, il va me renvoyer directement toutes les informations. Donc, je vois qu'il me donne toutes les infos. Je vois qu'il y a fileshare.powerzio.lan sur cette IP-là. Il y a un laptop. Il y a un mot de passe ici, a priori. Password 0x770 avec une entrée en champ TXT avec un mot de passe dedans, etc. L'idée, c'est que dans les zones DNS, dans ces configurations-là, personne ne va se dire que moi, je vais faire une requête password avec ces informations-là sur le champ TXT. Et quand on configure les domaines, on ne se dit pas forcément que quelqu'un peut potentiellement avoir accès à toute la zone DNS. Et au final, dans les zones DNS, on peut se retrouver avec des informations qui vont être assez critiques. Au-delà de juste l'énumération de tout le réseau, qui est déjà quand même plutôt sympa. Voilà, zone DNS, énumération de zone DNS, quelque chose qui peut être très grave potentiellement. Alors de base, si je le fais sur un serveur qui est bien configuré, par exemple, on va le faire sur 10.10.10.11, je fais une requête de transfert de zone sur le serveur ne me répond même pas. Effectivement, parce que le serveur celui-là est bien configuré. Donc normalement, les serveurs font pas ça. Ils ne sont pas censés autoriser le transfert de zone avec n'importe qui. Par contre, un cas d'usage, ou même si parfois on a des serveurs qui sont bien configurés, j'ai vu parfois chez des clients, sur des réseaux locaux, des serveurs qui n'autorisaient le transfert de zone que sur certaines adresses IP sur le réseau. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé sur le réseau, j'ai scanné le réseau, j'ai pingé les machines, et je me suis rendu compte que l'une de ces adresses IP, il n'y avait pas de machine connectée. La machine, elle était débranchée. C'était une machine qui était là avant, c'était un vieux serveur DNS, je suppose, et entre-temps, il n'était plus là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé regarder dans le cache ARP du switch, je suis allé regarder dans l'historique, dans le cache du switch. J'ai fait une requête pour savoir quelle était l'adresse MAC de cette machine-là. J'ai configuré ma carte réseau pour qu'elle ait cette adresse MAC-là, et je me suis rebranché sur le réseau. Et le serveur DHCP, il m'a donné directement l'adresse IP que je voulais. Et du coup, j'avais l'adresse IP de l'ancien serveur DNS, et du coup, j'ai pu faire une requête de transfert de zone DNS sur le serveur DNS existant en me faisant passer pour l'ancien serveur DNS qui n'était plus là. Et autant des serveurs DNS qui sont assez mal configurés pour faire du transfert de zone avec n'importe quelle adresse IP, c'est plus rare. Autant des serveurs DNS qui sont configurés pour faire du transfert de zone avec certaines adresses IP et qu'avec le temps, soit les adresses IP elles changent, soit il y a des machines qui soient plus là. Ça, par contre, ça peut arriver assez régulièrement. Ça, c'est des choses qu'on voit. Du coup, voilà, quand on parle d'énumération DNS, donc 90% des cas au final, on va parler de transfert de zone DNS. Et en résumé, du coup, ce dont on a parlé, alors les résumés, pareil, ils sont assez verbeux sur le contenu de l'assertif. Ils sont pas forcément toujours 100% avec les meilleures informations à l'intérieur. Moi, je vous donne globalement les principales. Il faudrait que j'en réécrive certains parce que là, je suis quand même assez proche du contenu de certification de base. Et parfois, ils mettent un peu n'importe quoi, honnêtement, dans le résumé. Mais bon, sur ces premiers modules-là, ça ne se voit pas forcément. Donc l'énumération, c'est de faire du listing de services à partir de services connus, des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des groupes, des configurations, des adresses IP, etc. Un peu tout en fait. On utilise un service qui existe déjà, qu'on a découvert, et on va utiliser son client officiel, on va utiliser le client normal en fait, qu'on utilise pour interagir avec habituellement, pour lui poser des questions. N'importe quel service qui est exposé, il peut être utilisé pour donner des informations. Vraiment tout et n'importe quoi. L'énumération, ça se limite absolument pas à ce qu'on a vu là ici. C'était des exemples parce que c'est ce qu'on voit généralement. Mais n'importe quel service, il peut être utilisé pour faire de l'énumération. Et enfin, un serveur DNS, un serveur mail ou un serveur de partage de fichiers, évidemment, ça peut être une type de choix pour récupérer des informations utiles à une attaque. Oui, carrément.
Du coup, voilà, on a fini pour cette partie d'énumération.